قدمنا مشروع قرار لمجلس الأمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين قبل نهاية 2017. It seems that too many in Europe, on whose soil 6 million Jews were slaughtered, have learned nothing. But we in Israel, we've learned. This is totally unacceptable, and we hope that they will vote against it in the UN. And of course, we expect an American veto. So when Europeans say that they're frustrated, we say, join the club. Bonjour, bon réveil, merci d'avoir choisi i24 News pour commencer votre dernière journée de la semaine. On est ensemble pour 2 heures d'informations, de débats et de découvertes. Voici le programme. Le Hamas multiplie les exercices militaires et les essais de roquettes. La prochaine guerre avec le mouvement terroriste est-elle proche? Nous tenterons de le comprendre. La satire et l'humour s'invitent dans les élections israéliennes, mais où est la frontière entre la critique et l'insulte? La participation de Tzipi Livni à une émission populaire a provoqué un petit scandale, nous en débattrons. Et enfin, en dernière partie, juste avant la chronique culture de Marie Chek, nous parlerons acupuncture avec le docteur Elsa Sabag et nous lui poserons toutes les questions que vous n'avez jamais osé poser à votre médecin. Et j'ai le plaisir d'être en compagnie tout d'abord de Ali Ouakad, bonjour. Spécialiste du monde arabe pour i24 News, Daniel Haïk, bonjour, analyste politique de notre chaîne, et Maurice Ifergan. Bonjour Julien. Et on commence avec vous avec la revue de presse israélienne. Et vous allez voir que les journaux israéliens sont dans la réflexion ce matin après le tsunami diplomatique que nous avons connu. Alors on va commencer par le Jerusalem Post qui titre sur le rejet américain de la résolution des Nations Unies pour un retrait israélien. Alors le quotidien affirme que les Américains ont dit « Nous avons vu le projet, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons soutenir ». Une déclaration du porte-parole du département d'État. La réponse de Netanyahou est à la une du quotidien. Si la résolution est adoptée, le Hamas prendra le contrôle de la Cisjordanie comme il l'a fait à Gaza. Mais ce qui est intéressant, c'est l'analyse dans le quotidien en anglais de Herb Kennon qui cite David Miller, un haut responsable du département d'État. Tout ce que John Kerry souhaite pour Noël, c'est un État d'Israël sans Bibi, avait écrit David Miller. L'analyste du quotidien se demande donc ce que Abbas a mis dans sa liste de cadeaux au Père Noël. Eh bien, le président de l'autorité palestinienne a demandé au Père Noël un Israël avec Bibi. Explication de Herb Kennan, seul Bibi au pouvoir maintiendra la pression internationale contre Israël. En laissant Bibi au pouvoir, Abbas imposera sa volonté à Israël par le biais de la communauté internationale. Ali, c'est crédible ça, une Cisjordanie entre les mains du Hamas en cas d'adoption de cette résolution, qui ne sera pas adoptée de toute façon, mais c'est crédible ça, comme menace? Écoute, ces dernières années, et les services secrets israéliens et l'autorité palestinienne ont fait tout pour démanteler toute filet du Hamas qui risquait de maintenir une infrastructure militaire de l'organisation islamique. Mais si jamais on témoignera à un processus de désengagement israélien de la Cisjordanie, comme ça a été le cas à la bande de Gaza, sans accord avec l'autorité palestinienne, donc d'une façon unilatérale, ça peut se passer. Mais à mon avis, le fait que géographiquement, trop de villes du centre du pays sont proches de la Cisjordanie, je ne vois pas Israël quitter la Cisjordanie sans un accord, sans des mesures sécuritaire. Maurice, on continue avec le quotidien Israël Hayom. Israël Hayom qui titre sur l'Europe et les Palestiniens un commerce diplomatique. Alors il faut s'attarder sur l'éditorial de Dan Margalit. 2 observations justes de Netanyahou, affirme Dan Margalit. Tout d'abord l'islamisme radical, l'État islamique, le Hezbollah, Daesh et le Hamas qui mènent le monde vers une guerre de civilisation. Le conflit israélo-palestinien n'est qu'un prétexte pour mener la guerre contre l'Occident et le judéo-christianisme, affirme Dan Margalit. La paix n'est donc pas en vue, selon Benjamin Netanyahou, tant que nos alliés, écrit l'éditorialiste américain et européen, n'auront pas intégré l'analyse de Benjamin Netanyahou, nous devons faire des compromis, sachant que de toute façon,
ils n'amèneront pas Mahmoud Abbas à la table de négociation. En conclusion de Dan Margalit, Abbas et Arafat avant lui ne veulent pas de la paix. Il est toujours très pro-Netanyahou au Israël Hayom. Daniel, c'est pas vous qui allez me contredire. Non, mais il faut comprendre aussi que même Tzipi Livni, que ce soit une ligne, que Israël Hayom est une ligne pro-Netanyahou, c'est clair, mais même Tzipi Livni, elle aussi, Tzipi Livni a été pendant 9 mois à la table des négociations. Elle sait également ce que les Palestiniens sont prêts à faire, sont prêts à accepter, et ce qu'ils ne sont pas prêts à accepter. Et j'ai le sentiment qu'elle-même aussi a compris que quelque part, il y avait un blocage de la part de Mahmoud Abbas. Elle ne le nie pas, elle ne l'a pas nié ces derniers temps. Et donc, quelque part, même, on l'a vu même ces derniers jours, même en dépit de la campagne électorale et des attaques que se lancent les partis les uns envers les autres, eh bien, même Tzipi Livni, même Yitzhak Herzog n'était pas particulièrement favorable à la résolution déposée par les Palestiniens. Ils se sont opposés à cette résolution. Et Livni a qualifié les négociateurs palestiniens d'idiots dans l'émission satirique qu'on verra tout à l'heure. On continue en attendant avec vous. Avec Haaretz qui pose cette question. Pourquoi Cuba et pas nous? Rami Chalev, l'éditorialiste, est jaloux. Il écrit « L'accord historique avec Cuba confère une stature héroïque au président Obama. S'il avait conduit de la même façon le dossier israélo-palestinien, plutôt que de reculer face à chaque refus, notre situation serait radicalement différente. » Alors, Rami Chalev écrit que Obama a prouvé que si le président iranien lui tend la main, comme l'a fait Castro lors de l'enterrement de Mandela, il lui offrira la moitié du monde. Mais l'opposition républicaine et le lobby juif sont plus durs sur le dossier israélo-palestinien que sur le dossier iranien, constate l'éditorialiste d'Haaretz. Si le président américain doit choisir entre une réconciliation avec Téhéran et un rapprochement entre Jérusalem et Ramallah, eh ben, il choisira Téhéran. On continue avec le Yediot Ahronoth. Yediot Ahronoth qui fête ses 75 ans. Alors, le quotidien publie 2 interviews, un dossier spécial avec 2 interviews importantes. La première, celle de Shimon Peres, qui raconte comment est née la politique de dissuasion israélienne lors d'une conversation avec le président Kennedy. Peres explique que Dimona, la centrale nucléaire israélienne, est née du besoin de préserver une possibilité de paix. Et puis, l'interview de l'ex-président Bill Clinton qui rappelle son rôle dans le processus de paix entre Israël et les Palestiniens. Et Bill Clinton se souvient de sa dernière rencontre avec Yitzhak Rabin avant d'être assassiné. Le Premier ministre israélien lui avait dit « Bill, nous avons un problème ». On termine avec Maariv qui reprend une histoire qui déjà tourne depuis quelque temps dans les chancelleries. Le quotidien titre « L'Irlande va commémorer la Shoah sans référence à Israël ». Alors il faut raconter cette histoire. Pour les cérémonies qui auront lieu le 27 janvier, le comité d'organisation irlandais a décidé de ne faire aucune référence à l'État d'Israël lors des cérémonies sur la Shoah. Il y a déjà 4 ans, la directrice du comité, Lynn Jackson, avait interdit l'évocation d'Israël lors des cérémonies. La seconde de l'ambassade d'Israël d'alors à Dublin, Nourit Tinari, avait participé aux cérémonies avec un t-shirt montrant le drapeau israélien. En représailles, on lui avait interdit d'allumer une bougie pour commémorer la mémoire de ses parents qui ont été déportés. Depuis l'incident, l'ambassadeur d'Israël est invité aux cérémonies, mais il doit montrer profil bas. Alors, à l'occasion des prochaines cérémonies, Lynn Jackson, et le quotidien insiste sur le fait qu'elle-même est juive, remet cela et publie une directive pour que le nom d'Israël ne soit pas évoqué. Plainte des affaires étrangères à Jérusalem, mais pour l'heure, on ne sait pas ce qui va se passer à Dublin le 27 janvier. Daniel, qu'est-ce qui motive ces besoins irlandais de supprimer le nom d'Israël des commémorations de la Shoah quand on sait ce que représente Israël pour les survivants de la Shoah? Ce n'est pas irlandais, c'est cette érosion de l'image de marque de l'État d'Israël au sein de l'Union européenne. Elle est constante, elle se manifeste aussi à travers les votes auxquels on assiste en faveur de la reconnaissance de l'État palestinien et même à travers cette décision du tribunal européen de cette semaine de retirer le Hamas de la liste des organisations terroristes, même si c'est un problème technique, hein, une forme de vice, un vice de forme par rapport à ce qui est d'ordinaire, mais il y a une érosion en Europe de la position d'Israël. Israël a de plus en plus de mal à défendre sa position au sein de l'Union européenne. C'est un fait et il faudra
en tout cas, que le prochain gouvernement... Israël sous le gouvernement actuel, il faut le voilà, dire. alors, il faudra que le prochain gouvernement gère... En 2005, lors de 60e anniversaire, je crois, 2005, oui, 60 ans de la libération d'Auschwitz, il y avait Moshe Katsav qui parlait à Auschwitz, à côté d'une femme qui avait parlé, je crois, en polonais. Il avait pu parler au nom de l'État d'Israël et personne n'avait trouvé rien à redire. Non, mais effectivement, il y a au cours des... Comme si, d'une certaine manière, il y avait une mobilisation de l'ensemble de la communauté européenne pour essayer de faire pression. Il s'agit, je pense, de levier de pression de la part de l'Union européenne en direction d'Israël, sur Israël, pour qu'Israël essaye de reprendre, de se remettre dans le droit chemin, c'est-à-dire le chemin de la négociation avec les Palestiniens. Alors, on va reparler de la négociation, mais avant cela, on va parler du Hamas, et on a beaucoup de questions à se poser là-dessus, parce que depuis quelques jours, le mouvement islamiste est en hyperactivité avec des parades militaires et des essais de tirs de roquettes. Regardez les explications de Maxime Pérez. Jusqu'à l'aube, les habitants des kibboutz frontaliers de Gaza ont entendu des explosions et des rafales d'armes automatiques, comme aux pires heures de l'opération Bordure Protectrice cet été. La nuit dernière, le Hamas a mené son plus vaste exercice militaire depuis des mois, utilisant notamment les terrains abandonnés de Dogit et Nissanit, au nord de l'enclave palestinienne, 2 anciennes implantations juives évacuées en 2005. Un entraînement à grande échelle impliquant des centaines d'hommes et sous les yeux de l'armée israélienne qui a observé attentivement les moindres agissements des combattants islamistes. Des sources à Gaza rapportent que des drones et des hélicoptères de Tsahal ont survolé en permanence le secteur. À Rafah aussi, la branche armée du Hamas a mobilisé ses troupes. Et dans cette zone sensible frontalière de l'Égypte, un membre de l'organisation a trouvé la mort après l'explosion d'un missile tiré par l'aviation israélienne au cours du dernier conflit. 5 autres Palestiniens auraient été blessés plus ou moins grièvement, selon des sources médicales. Pendant ces manœuvres, l'armée israélienne a identifié plusieurs lancements de roquettes vers la mer, des tirs d'essai du Hamas qui s'intensifient depuis quelques semaines, comme un message à Israël. Mercredi, son numéro 2, Moussa Abou Marzouk, affirmait pourtant que le Hamas ne souhaitait pas de nouvelles confrontations militaires avec l'État hébreu. Mais dans les faits, tout porte à croire qu'il se prépare à une nouvelle escalade. Ali, qu'est-ce que fait le Hamas? Quel message il essaie de nous faire passer? C'est-à-dire c'est un buzz médiatique ou est-ce qu'il y a vraiment un entraînement militaire avec une vraie intention de guerre derrière? L'entraînement militaire, il est là. L'intention de Hamas, jusqu'à présent, si on compte sur la décision du bureau politique du mouvement islamique, c'est de ne plus rentrer en guerre en Israël dans les prochaines années, voire les 2-3 ans à venir, avant de reconstruire la bande de Gaza. Mais le Hamas est en crise financière à nouveau. Les parades sont pour raison que le Hamas a célébré sa fondation il y a quelques jours, et ces parades font partie de cette commémoration. Mais ce qui a été très remarquable dans ces parades, c'est l'appel permanent du porte-parole de la branche militaire et des dirigeants politiques à l'Iran. La volonté du Hamas de se réconcilier avec l'Iran, c'était le vrai message dans ces derniers jours, dans ces parades. Le fait que Mahmoud al-Zahar, Khaled Mashal et les autres ont parlé de toute la Palestine historique, mettre à côté... Et Mohamed Daif. Et Mohamed Daif, le retour de Mohamed Daif, c'était plutôt symbolique. Moi, je le répète à plusieurs reprises. Il est là. Mohamed Daif, il est là, mais depuis très longtemps. Son poids n'est pas exclusif, n'est pas le plus grand au sein de la branche armée du mouvement islamique. Mais le Hamas, quand il y a un processus de paix, ils se sentent en danger. Donc c'est là qu'on arrive à multiplier les attaques dès qu'il y a une si vraie jamais il y a un chance de processus de paix qui est relancé, le Hamas essaiera de relancer lui aussi son activité militaire, mais non pas à la bande de Gaza, en Cisjordanie et si c'est possible à l'intérieur d'Israël. Major Boaz Ganor, professeur en antiterrorisme à EDC Herzliya, m'a dit, vous savez comment on sait si le processus de paix est sérieux? Si le Hamas commet un attentat. C'est la seule manière de vérifier. Et je crois que là aussi, il faut comprendre, je pense qu'il faut aussi comprendre le contexte diplomatique. D'un côté, il y a l'initiative de la branche modérée du mouvement palestinien, du Fatah, de l'OLP, de l'autorité palestinienne auprès des instances, et quelque part le Hamas veut montrer que lui il se démarque totalement de cette initiative, de toute initiative diplomatique, et que pour lui le seul langage à tenir c'est le langage des armes encore. Il y a une vraie question de problème que je voudrais poser par rapport à la scène politique israélienne. Daniel, la guerre a eu lieu il y a 3 mois, c'est terminé avant 3 mois, et le sujet
n'est pas du tout abordé dans les élections. Mais pas du tout abordé, Alors, ni je ne sais pas si en le Hamas critique, veut s'immiscer dans la campagne électorale. Ça peut être aussi envisageable. C'est possible, mais c'est possible. Ça a été déjà fait. Le Hamas a, en général, effectivement, dans le même ordre d'idée que ce que vous citiez tout à l'heure, le Hamas voudrait justement presque soutenir, en général, l'aile droite, la droite israélienne. C'est ce qui s'est passé en 96. C'est ce qui s'est passé en 96 pendant la bande. Et peut-être que maintenant, quelque part, le fait que le Hamas multiplie ce genre d'exercice militaire entre guillemets, c'est peut-être aussi dans l'absolu, ça serait pour montrer que quelque part, en fait, il reste tout à fait puissant. Et là, ça ne servirait pas la droite, ça ne servirait pas Binyamin Netanyahou, parce que c'est pour montrer, en comparant par exemple à ce qui s'est passé en 2006 au sud Liban, au Liban, on voit que la force de dissuasion israélienne a marché, a fonctionné au sud Liban jusqu'à ce jour. 8 ans après, on est toujours le Hezbollah n'ose pas. Tandis que là, quelques mois après, le Hamas se réarme. Déjà, il a une certaine puissance et peut-être quelque part, il y aurait un message à l'intention de l'électorat israélien en disant. Il faut lire entre les lignes ce qui se passe. Ce n'est pas que le Hamas veut servir la droite. Dans son attitude, le gouvernement israélien sert le status quo qui consiste à ce que le Hamas garde son pouvoir à la bande de Gaza. Il y a des centaines de camions qui rentrent tous les jours à la bande de Gaza, contribuent et à la nourriture, à l'alimentation, mais aussi à la reconstruction de la bande de Gaza. Pourquoi est-ce que l'Égypte ferme sa frontière et c'est Israël qui doit prendre en charge ces passages de convois humanitaires? L'Égypte veut faire pression sur le Hamas, une pression que l'État d'Israël, le gouvernement d'Israël, c'est celui qui essaie de le relâcher. Pourquoi est-ce que l'Égypte reste silencieuse face à ces exercices militaires du Hamas? Parce que l'Égypte sait que sur le plan sécuritaire, les exercices ne visent pas la sécurité égyptienne, même s'il y a des cellules par-ci par-là qui passent entre le Sinaï et la bande de Gaza. L'Égypte sait que l'effort militaire du Hamas, il vise essentiellement l'État d'Israël. Le rôle de l'Égypte se réduit à la fermeture de la bande de Gaza du côté égyptien pour faire pression sur le Hamas, pour que la population peut-être bouge contre le Hamas. Mais quand il y a une pression égyptienne, quand il y a la fermeture des frontières de la part de l'Égypte, c'est le gouvernement de Benjamin Netanyahou qui vient au secours du Hamas, non pas par amour du Hamas et par amour des frères musulmans, mais par volonté de conserver le status quo. Un Hamas fort sur la scène, sur la scène palestinienne, c'est un Hamas qui embarrassera Abu Mazen et indirectement permettra à Benjamin Netanyahou de dire à Abu Mazen: vous ne contrôlez pas la bande de Gaza, la moitié de ce que vous appelez le territoire palestinien est sous contrôle des islamistes qui ne vous reconnaissent pas. Comment est-ce que vous expliquez que le Parlement européen et les parlements d'Europe de manière générale signent des résolutions de reconnaissance avec notamment la bande de Gaza, comme vous le dites, qui est contrôlée par le Hamas, et que d'un autre côté, on a l'Égypte qui fait tout pour bloquer la bande de Gaza et qui ne veut pas entendre parler d'une reconnaissance du Hamas et qui le considère même illégal? C'est pas obligatoirement lié. C'est-à-dire, j'expliquais pourquoi les parlements européens manifestaient leur sympathie reconnaissaient l'État palestinien. C'est un levier de pression envers l'État d'Israël. Et de l'autre côté, il y a la bande de Gaza. Je pense pas que c'est tout à... Les États européens n'ont pas de frontière avec la bande de Gaza, avec le Hamas. Et le Hamas qui, selon l'Égypte, était très impliqué dans la vague violente des frères musulmans et des mouvements islamiques en Égypte, chose que le Hamas nie catégoriquement. Mais le Parlement, la Cour européenne a retiré le Hamas de la liste des organisations terroristes à quelques semaines après le fait que l'Égypte elle-même considère le Hamas comme organisation terroriste. En tant qu'organisation terroriste. C'est quand même assez impressionnant de voir ce décalage. On va reparler après du Hamas. Par rapport au Hamas, c'est-à-dire le retrait, même s'il est technique, il y a quelque part un message qui est le fait de dire, contrairement à ce que Binyamin Netanyahou prétend que le Hamas et le Daesh c'est la même chose, je crois qu'en Europe on a adopté le message américain qui a été celui diffusé par le département d'État au cours des derniers mois, qui est de dire il y a une différence entre le Hamas et Daesh. Daesh menace l'Occident, on va dire en général. Le Hamas ne menace pas directement l'Occident, et c'est la nuance que l'on peut faire. Et plus que cela, Daniel, quand vous savez, l'émissaire de l'ONU, il va et vient, il sort de la bande de Gaza des
des offices des bureaux des dirigeants du Hamas. Pareil pour des représentants de l'Union européenne qui, sous le prétexte d'examiner la situation humanitaire à la bande de Gaza, rencontrent des éléments du Hamas. Le Hamas avait même un dialogue discret avec des éléments dans l'administration américaine. La communauté européenne a voulu croire que le Hamas peut faire partie de la scène politique de la région, essentiellement de la scène palestinienne. Je voudrais qu'on ouvre une page diplomatique à présent, parce que comme on l'a entendu, il y a, comme vous l'avez dit, Maurice, dans la revue de presse, il y a un séisme politique en ce moment international pour Israël. C'est vraiment un séisme avec tous ces projets de reconnaissance de la Palestine. Et dernier projet en date, ce sont les Palestiniens qui se sont tournés vers le Conseil de sécurité de l'ONU pour obtenir un retrait israélien de la Cisjordanie sous 2 ans. Écoutez les explications de Cyril Amar. Présenté via la Jordanie, seul membre arabe du Conseil, le texte affirme l'urgence de parvenir à une paix globale, juste et durable, entre 2 États indépendants, démocratiques et prospères, avec Jérusalem comme capitale partagée. Pour cela, l'État hébreu devra opérer un retrait complet de Cisjordanie dans un laps de temps raisonnable qui ne devra pas dépasser la fin de l'année 2017. Ultimatum, les Palestiniens s'en défendent. Riyad Mansour, l'ambassadeur palestinien à l'ONU, a rappelé que la porte des pourparlers restait ouverte et qu'il n'était pas pressé de soumettre le texte au vote. C'est que Ramallah souhaite à tout prix éviter le veto d'une Amérique qui a prévenu qu'elle s'opposerait à toute initiative unilatérale. Dans les rues de Cisjordanie, l'offensive diplomatique palestinienne semble séduire. À mon avis, c'est une mesure très positive qui aurait pu être prise il y a 2 ans déjà, avant l'opération à Gaza. C'est un combat politique mené par le président Abbas qui nous mène intelligemment dans cette direction. Mais pour ce ministre israélien, proche de Binyamin Netanyahou, Jérusalem doit d'ores et déjà envisager des représailles. Cette démarche palestinienne est hostile et extrêmement inamicale envers Israël. Ce n'est pas un pas vers la paix, mais vers la guerre. Ces mesures unilatérales hostiles sont le pire moyen de promouvoir la paix. Nous expliquons à nos amis dans le monde que c'est totalement inacceptable. Pour ma part, je pense que nous devrions prendre des mesures contre l'autorité palestinienne. Pour que le projet soit ratifié, il faudra aux Palestiniens 9 des 15 voix des membres permanents du Conseil de sécurité. D'ici là, les discussions autour de la formulation définitive pourraient durer plusieurs jours, voire plusieurs mois. Bon, Daniel, même si les conversations et les discussions vont durer des mois, a priori, c'est cuit pour les Palestiniens à l'ONU, vu que les États-Unis ont d'ores et déjà annoncé le veto. Non, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. Non, c'est-à-dire, les Palestiniens veulent aller jusqu'au bout de leur démarche. En tout cas, ils ont déposé ce projet de résolution devant le Conseil de sécurité. Ce sont les Jordaniens, oui, effectivement, par le biais des Jordaniens. Effectivement. Maintenant, on l'a vu, les Palestiniens prennent soin de préciser que cela peut durer, il peut y avoir des négociations et que cela peut durer plusieurs semaines. Il y a on va dire deux échéances. Une première échéance qui est tout de suite le mois de janvier, où il va y avoir certains mouvements au sein des membres du Conseil de sécurité, de l'entrée du Brésil, du Venezuela, qui vont renforcer la position palestinienne. Oui, mais un veto suffit. Alors, mais un veto suffit. Et justement, et le problème, c'est la deuxième échéance. La deuxième échéance, c'est le 17 mars, c'est le jour des élections en Israël. Or, là, il y a de la part des Américains une véritable volonté de tout faire pour repousser le vote de ce projet de loi, de ce projet de résolution, jusqu'au lendemain des élections. Les Américains ne veulent absolument pas être impliqués dans la campagne. C'est-à-dire, ils voudraient s'impliquer dans la campagne électorale, mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas que ça se voit. Ils ne voudraient pas ils ne voudraient pas avoir à imposer leur veto avant le 17 mars, parce que cela ferait le jeu de Binyamin Netanyahou. D'une manière ou d'une autre, s'ils imposent leur veto ou s'ils n'imposent pas leur veto, ils font le jeu de Binyamin Netanyahou. S'ils imposent leur veto, Binyamin Netanyahou va dire, vous voyez, mes relations avec les États-Unis sont correctes, sont extrêmement chaleureuses, nous travaillons ensemble, heureusement je suis là. Et sinon, il faudra quelqu'un qui fasse front face à l'adversité des Palestiniens et qui tienne tête à l'opposition de la communauté internationale. D'une manière ou d'une autre, les Américains ne veulent pas que cette résolution soit votée avant le 17 mars et ils vont tout faire pour essayer de repousser jusqu'au lendemain. Ali, j'ai pas l'impression qu'Israël fasse grand-chose non plus pour empêcher ces résolutions ni à l'ONU
l'ONU, ni dans les parlements européens, parce qu'à l'ONU, ils savent qu'ils peuvent compter sur le soutien américain, comme vous l'avez dit, Daniel. Et dans les parlements européens, on n'a pas l'impression qu'il y ait vraiment une initiative diplomatique israélienne pour faire pression et empêcher ces votes. Parce que toute initiative... En tout cas, s'ils le font, c'est un gros échec. Toute initiative doit être basée sur la solution de 2 États. Est-ce que ce gouvernement est prêt pour cette solution de 2 États? J'en doute. Aucune initiative, si elle ne traite pas d'un État palestinien, ne sera pas quelque chose de sérieux aux yeux de la communauté internationale. Mais il faut faire attention. Moi, j'avoue, j'étais surpris du fait que les Palestiniens ont soumis Vous n'y croyez pas? Vous pensez pas qu'ils allaient jusqu'au bout? Je pensais qu'ils n'allaient pas... Et encore, ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Le fait qu'ils ont soumis la résolution sans pour autant demander un vote immédiat ou un vote dans le proche futur sur leur résolution signifie que c'était un acte plus que symbolique, mais c'est un acte qui laisse le champ de manœuvre aux Américains, aux Européens. Les Palestiniens savent que les Américains ne pourront pas rentrer en confrontation avec les Européens si la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne veulent, elles, présenter leur initiative. Pour les Palestiniens, si jamais ils trouvent le chemin, les points communs entre leur initiative et l'initiative européenne, c'est l'idéal. Dans ce cas-là, la résolution n'est plus des Palestiniens, n'est plus du bloc, du groupe arabe, mais de l'Europe. Et dans ce cas-là, les Américains ne pourront pas déposer leur veto sur une initiative palestinienne qui vise à arriver à un accord de paix, à un État palestinien que les Américains le reconnaissent. Je pense qu'il y a aussi un dernier élément que m'a confié un diplomate israélien. Il semble que les Américains ne veulent pas confier, on va dire, le dossier israélo-palestinien au Conseil de sécurité de l'ONU. Ils veulent le conserver pour eux-mêmes. Ils veulent rester les maîtres de la négociation, d'éventuelles négociations justement le lendemain des élections. Une vraie question, et qui peut répondre à cette question, pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune initiative diplomatique israélienne ? Pourquoi est-ce qu'Israël est entraîné dans ce vague de reconnaissance, est entraîné dans le débat à l'ONU? Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune initiative? C'est l'un des reproches que l'on fait à Benyamin Netanyahou aujourd'hui. C'est l'un des reproches que font le bloc de centre-gauche et également Lapid. Il n'y a aucune initiative de la part de Benyamin Netanyahou. Benyamin Netanyahou n'est que dans une position défensive. Effectivement, Benyamin Netanyahou aurait pu peut-être prendre une initiative de sa part. À part le discours de Bar-Ilan de 2009 dans lequel il annonce par exemple, une initiative qui serait repoussée obligatoirement aussi devant le Conseil de sécurité en disant nous repoussons ça, alors repoussez également une initiative unilatérale. Le principe, quelle que soit l'initiative unilatérale, Benyamin Netanyahou aurait pu prendre cette initiative en disant voilà, nous allons déposer un projet de loi, un projet de résolution unilatérale devant le Conseil de sécurité de l'ONU, par exemple, qui reconnaît la souveraineté d'Israël sur une partie des blocs d'implantation. Ce qu'appelle une partie de la droite demande à indexer. Il est clair que le Conseil de sécurité aurait repoussé, et Benyamin Netanyahou pourrait dire alors, si vous repoussez cette résolution, repoussez aussi la résolution unilatérale des Palestiniens. Ça aurait pu être une initiative. Mais Benyamin Netanyahou est depuis le début, depuis le début de son troisième mandat, il est dans une perspective de défensive plutôt que d'offensive. Vous êtes d'accord avec cette analyse, Ali ? Je pense que la constellation du gouvernement actuel ne peut pas permettre à Benyamin Netanyahou de prendre une initiative qui ose mentionner le mot d'un État palestinien. C'est pour cela que Benyamin Netanyahou a été sur la défensive. Mais le 17 mars, avec Benyamin Netanyahou, avec Herzog, Lapid, Kahlon, qui que ce sera, le tsunami palestinien continuera. Donc l'initiative n'est pas pour aujourd'hui et le train de la reconnaissance palestinienne semble être lancé, en tout cas d'un point de vue symbolique. Merci beaucoup, Ali Ouaka, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Maurice Ferragant et Daniel. Vous restez avec nous, Daniel, pour la seconde partie avec Michel Kichka. On parlera notamment de satire en politique, et je vous le disais, avec cette intervention de Tzipi Livni à Matza Vahoma, une émission satirique qui a fait beaucoup de bruit. Elle a été pour certains très insultante envers le Premier ministre. On en reparle dans quelques instants. Restez avec nous. Tout de suite, un flash d'informations présenté par Nathalie Nagar. Deuxième partie du Morning d'I24 News. Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez. Je suis en compagnie de Michel Ketchka. Bonjour. Bonjour Julien. Avec nous toutes les semaines, comme tous les vendredis, pour faire la revue de presse, cette fois des caricatures. Et Daniel Haïk est resté avec nous. Merci à vous, Daniel, d'être resté avec nous. Donc, à vous, Michel, pour les caricatures. Cette semaine, le plus dur a été de choisir de quoi parler. La semaine a commencé évidemment à Sydney pour nous tous. Et d'ailleurs, c'est votre premier dessin. Voilà, absolument. Sydney. Moi, j'avais l'habitude d'entendre parler de Sydney le 31 décembre parce qu'ils étaient les premiers
avec leur feu d'artifice, à célébrer le Nouvel An jusqu'à ce que ça fasse le tour du monde. Et là, c'est arrivé quelques semaines avant avec appelons ça ce terroriste qui a séquestré 17 personnes dans un café de Sydney avec des tas de revendications. Bon, c'est un personnage un peu haut en couleur, avec un passé un peu lourd aussi. Et puis finalement, il a quand même fallu réagir sur un dessin à ce qui s'était passé. Et donc on voit le Premier ministre australien. Tony Abbott, voilà. Et alors la police qui est devant le restaurant, si on peut remettre l'image, dit voilà, Mr. Abbott, the terrorist, le terroriste veut vous parler au téléphone. Il dit très bien, d'abord on va le tuer, après on parlera. Bon, c'est un peu... Bon, on a vu l'assaut. L'assaut était très violent. On l'a vu, l'assaut était très violent. On sait, ceux qui ont un peu suivi, il y a eu des coups de feu, un coup de feu ou deux à l'intérieur. Donc la police a pensé qu'il fallait intervenir. Et en fait, c'est ce jeune qui a essayé apparemment, de se précipiter sur le terroriste. Bon, il y a eu deux des personnes séquestrées ont été tuées, mais le terroriste y est aussi passé. Ça a été une intervention forte, musclée, comme il le fallait d'ailleurs. Et puis c'est aussi, voilà, on ne parle pas avec les terroristes. Hein, c'est un message fort qui a été donné. Lancé. Mais pour l'Australie, ça a été la première fois que le pays était confronté avec une telle situation. Ouais. Donc c'est pour ça que ça a été aussi un deuil national. On en a beaucoup parlé et il fallait quand même faire un dessin là-dessus. Alors on va aller vers votre deuxième dessin, qui est un autre pays malheureusement, lui, bien familier du terrorisme et des attaques, mais celle-ci a été particulièrement impressionnante et dépasse l'entendement. On va voir ce dessin au Pakistan, évidemment. On fait référence à cette attaque contre l'école de Peshawar. On va voir le dessin à l'écran dans une seconde. Qu'est-ce qui vous a, disons, poussé à faire ce dessin ? Écoutez, d'abord, j'étais personnellement dans une situation très particulière parce que j'étais en train de réaliser mon dessin sur Sydney quand l'information sur le Pakistan est tombée. Et je me suis dit, ça y est, là, je dessine sur un événement où il y a eu 3 tués. Et là, il y a un événement affreux où une centaine d'élèves, de jeunes élèves entre 10 et 20 ans, ont été tués d'une balle dans la tête, d'accord, par une bande de 6 ou 7 terroristes. Bon, on savait que les talibans, ils ont un fonds de commerce qu'on connaît, mais disons que l'horreur poussée à ce niveau, on a déjà... Avec les décapitations filmées qu'on a, etc., on a déjà une certaine manière de voir cette espèce d'islamisme extrémiste. Là, je pense qu'il y a eu Là, 131 enfants tués, quasiment, vraiment à quasiment bout portant de sang-froid par ces talibans au Pakistan. C'est vrai que ça a choqué la communauté internationale. Daniel, vous voulez réagir, je crois. Je me demande si ça a autant ému. J'ai l'impression, et malheureusement c'est une impression qui me gêne, qui m'embarrasse beaucoup, c'est que j'ai l'impression que, par exemple, la semaine dernière, il y a eu ces frictions avec le ministre palestinien, le haut fonctionnaire palestinien qui a succombé à une crise cardiaque, et j'ai l'impression qu'on en a beaucoup plus parlé malheureusement que ces 130 enfants. J'ai l'impression qu'il y a 2 poids et 2 mesures dans le traitement de l'actualité par rapport à ce qui se passe au Proche-Orient. On est un peu éloigné du Proche-Orient, le Pakistan, oui, d'une manière générale, le Pakistan, c'est-à-dire on en parle, mais presque comme d'un phénomène, on va dire, grave, mais quasiment irréversible, incontournable et presque normal, alors qu'ici, tout ce qui se passe, dès qu'il y a un soldat israélien qui pousse un responsable palestinien, cela suscite une émotion internationale. Toujours cette semaine, Boko Haram a encore exécuté des jeunes filles. Toujours cette semaine, et ça n'a pas fait les gros titres où que ce soit. On le voyait, pour ceux qui suivent l'actualité au continu sur Twitter ou ailleurs, évidemment l'ont vu, mais ça n'a pas fait les titres de l'actualité non plus. Il y a 100 jeunes femmes qui refusaient d'être mariées, qui ont été exécutées. Mais c'est vrai, mais moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit Daniel, parce qu'il faut lire la presse mondiale pour pouvoir véritablement faire un point. Mais c'est vrai qu'Israël est au cœur des médias mondiaux plus que le Pakistan aujourd'hui. On a l'impression d'une certaine banalité dans les actes des talibans, mais là, ça dépasse l'entendement. Je pense que ça dépasse l'entendement. On va aller vers Israël justement parce qu'on critique on critiquait la couverture médiatique d'Israël. On va voir justement un dessin du Premier ministre israélien Netanyahou qui a l'air un peu embarrassé entre son portable WhatsApp et ce qui semble être des plans de paix ratés sur la table. C'est très verbal, hein, je n'ai pas pu m'en empêcher, parce qu'en fait, il y a 3 choses dans cette même semaine. Il y a au Conseil de sécurité à l'ONU, donc il y a eu un appel à ce qu'un plan de paix en une année, plus un désengagement total, un retrait total dans 2 ans. Ensuite, il y a le Parlement européen, donc qui donne son soutien à la reconnaissance d'un État palestinien, mais dans certaines conditions, qui sont des conditions tout à fait audibles. Et il y a aussi l'Union européenne qui, pour un vice de procédure, alors là ça dépasse vraiment tout, qui sort le Hamas de la liste et finalement... À savoir que le vice, on rappelle c'est quoi ? C'est que les preuves
qui montrent que le Hamas est une organisation terroriste ont été apportés par la presse. Oui. Par les Américains, par les Israéliens et pas par les Européens. Voilà, pas par les Européens eux-mêmes, pas dans l'enquête. Voilà. En sachant que le Hamas lui-même revendique des attentats suicides. Alors là, ça ne suffisait pas comme preuve à la Cour de justice. C'est un petit comble d'hypocrisie, mais d'un autre côté, étant donné que Bibi Netanyahu, de toute façon, je le dessine toujours opposé à toute avancée sur le plan diplomatique. Vous dessinerez comment en guise de forme? Alors là, je vais avoir besoin de tout mon Shabbat pour réfléchir. mais en tout cas, ça s'inscrit dans ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que Benjamin Netanyahu est toujours sur la défensive. Il n'est pas dans l'initiative, il n'est pas dans la relance. Et ça se voit aussi à travers ce dessin. C'est vrai que ce dessin, on le voit seul bouder devant son téléphone. On va aller au dessin suivant. On parlait d'économie, évidemment. Comment ne pas en parler de cette chute vertigineuse du rouble russe? On va voir à l'écran ces courbes et Vladimir Poutine un peu en sueur, visiblement, l'Occident impérialiste veut... habillé là, Poutine, parce que d'habitude, Michel... Non, mais ce qui est impressionnant, c'est la conférence de presse qu'il a menée hier. D'accord, étant donné qu'il a tous les médias en main, donc ça a duré 3h30 ou 4 heures. Vous dites dans la bulle, c'est la Russie impérialiste qui va faire marcher l'Occident au pas. Enfin, Poutine dit ça. Oui, parce qu'en fait, ce qu'il a dit, c'est que l'Occident impérialiste veut faire marcher au pas ses vassaux. Ça a été vraiment le grand titre du Monde hier. Le journal Le Monde hier. Donc moi, je suis allé... Non, parce que franchement... la Russie n'est-elle pas, elle aussi, un pays impérialiste? La Russie n'est-elle pas un ex-pays communiste devenu capitaliste à outrance? Donc il y a aussi un tel cynisme dans cette remarque que je n'ai pas pu m'empêcher, mais je l'ai dessiné petit. Hein. Ce qu'on voit en grand, c'est ce qui est projeté sur l'écran. Oui, on a bien compris. Alors, on va continuer de parler de communisme. Vous avez dit le mot-clé qui me permet de faire la parfaite transition avec le dernier dessin, évidemment, avec ce rapprochement historique qui a lieu cette semaine entre les États-Unis et Cuba. On va le voir, voilà, on le voit à l'écran. Oui, c'est un cigare. Un cigare, évidemment. C'est étonnant, mais la partie n'est pas du tout gagnée pour Obama, parce qu'il faut d'abord que cette annonce officielle venant du président soit acceptée par le Congrès. Et le Congrès, il est majoritairement républicain aujourd'hui. Et deux des opposants les plus fervents à cette décision sont des ex-cubains devenus américains et qui se présentent pour le parti républicain aux prochaines élections. Donc la partie n'est pas jouée, mais n'empêche qu'il y a un relan positif de quelque chose d'historique et de positif qui peut se passer entre les États-Unis et Cuba, et pourquoi pas. Merci Michel pour ces dessins. On va revenir à Israël avec, vous allez voir ces deux vidéos. On va parler de la campagne électorale en Israël pour les élections législatives. Vous allez le voir, l'humour s'est invité dans la campagne. Vous allez voir deux vidéos. Tout d'abord, Naftali Bennett, qui est le chef du parti sioniste religieux Bayit HaYehudi, le foyer juif qui se déguise en hipster dans les rues de Tel Aviv pour critiquer les gauchistes à Tel Aviv qui ont trop tendance à s'excuser face à la communauté internationale. Et ensuite, la deuxième vidéo que vous allez voir, c'est Tzipi Livni, la centriste, qui est dans une émission satirique et qui, pour certains, a franchi les bornes lorsqu'elle parle de Netanyahou. Regardez les deux vidéos. אוי, סליחה, אני ממש, אני לא התכוונתי, סליחה, אני מתנצל, אני ממש מתנצל. סליחה. סליחה. עליי, טעות שלי, אני מתנצל. אני מה זה מתנצל. אני באמת מתנצל. אבל באמת שיהיה במזל טוב. מה המצב? אני מתנצל, סליחה. התפקדו עכשיו לבית היהודי. אהלן! איך החלטת על עניין הרוטציה? אמרת, הציבור לא רצה אותי ל4 שנים, בטח הבעיה היא ב4? חשבתי שרוטציה או 2 ראשי ממשלה בפוטנציה זה טוב על ראש ממשלה אחד באימפוטנציה. אנחנו אומרים, אנחנו נהיה גם היא וגם אנחנו, יהיה בסדר, נסתדר. אתה לא חי בזוגיות טובה? אני לא חושב שזוגיות טובה הייתה יכולה לנהל מדינה. זוגיות טובה יכולה, קודם כל, אם אנחנו משווים את זה באמת לזוגיות רגילה, החלטנו מראש שאנחנו לא נריב, אתם יודעים, מי שוטף כלים, מי עושה כביסה, אנחנו שנינו נוריד את הזבל ביחד.
שאנחנו לא היינו יכולים משפטית להגיד את זה. Bon, voilà un peu pour le ton de la campagne électorale. Ça reste de bonne guerre, comme on disait avant de prendre l'antenne. Mais Daniel, je crois que vous n'avez pas apprécié l'intervention de Tzipi Livni. Non, ça reste de bonne guerre. Effectivement, ça, la satire est une expression, une manière d'exprimer des opinions politiques. J'ai absolument aucun problème avec ça. Je pense qu'il faut savoir faire la différence entre le moment où le spectateur ou le téléspectateur sourit, rit, se marre, et les fois où il grince des dents. Et quelque part, peut-être, lorsque Tzipi Livni a fait ses blagues, eh bien, je pense qu'il y a beaucoup... Netanyahou, hein. Voilà, l'ordure, c'était Netanyahou, lorsque un peu impuissant, puissant, etc. Lorsque Tzipi Livni fait ses blagues, eh bien, ça fait grincer quelques dents. Je pense qu'il y a des gens il y a beaucoup de gens qui ont grincé des dents lorsqu'elle a fait ça. On a peut-être eu le sentiment, même à travers le sourire de Tzipi Livni, qu'il y avait quelque part son animosité, on va dire même sa haine politique farouche envers Binyamin Netanyahou, dont elle était la ministre pendant 2 ans. Ils l'ont attaqué là-dessus, ils l'ont dit que tu as été la première à le rejoindre. Voilà, celle qui a été la première à le rejoindre. Et donc, quelque part, c'est la différence. Quand on voit, je ne sais pas ce que dira Michel, mais je pense que c'est là la nuance. Il faut que c'est le téléspectateur qui rit ou qui grince des dents. C'est là qu'on fait la différence entre une bonne satire et une mauvaise satire. Ça a sa place dans une campagne électorale, ce genre de plaisanterie. C'est Naftali Bennett qui se moque gentiment, honnêtement, qui se moque des hipsters de Tel Aviv. Ça n'a pas été apprécié à Boulevard Rothschild de Tel Aviv, je peux vous le dire. D'accord. Et Tzipi Livni qui dit l'ordure qu'on va descendre. Ça a sa place. D'abord, elle s'est basée sur le double sens, d'accord. Ça n'a pas été tellement frontal. C'est le ton de l'émission. C'est le ton de l'émission. C'est le ton de l'émission. C'est une émission, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est gentiment provocatrice. Et il y a une grande libre parole. Et d'ailleurs, le présentateur, Lior Schlein, a des débats avec la direction de la chaîne, parce que ce n'est pas toujours évident de permettre à une émission satirique d'avoir un tel espace de liberté. Et c'est exactement la même question qui est l'espace de liberté des dessinateurs dans un journal, dessinateurs de presse, ou moi à I24. La chaîne, comme le journal, comme l'émission, doit faire confiance à cet espace de liberté. De toute façon, si ce n'est pas là, de toute façon, il y a une parole beaucoup plus grave et dangereuse qui se libère sur les réseaux sociaux. Et en un mot, Daniel, est-ce que ce genre d'intervention de Naftali Bennett et de Tzipi Livni leur profite dans les sondages, ou est-ce que ça n'a aucune influence? Écoutez, je pense que d'abord, je pense que ça a très peu d'influence. Les Israéliens sont on va dire, très conservateurs au niveau de leur vote. Lorsqu'ils ont décidé pour qui ils vont voter, ils votent. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui décident. Alors il y en a beaucoup. C'est vrai qu'il y a des indécis, mais je pense que, je ne suis pas sûr effectivement que ça a beaucoup plu du côté de Shenkin et du boulevard Rothschild à Tel Aviv. Mais ce que je voulais dire, c'est que quelque part de la part, ça m'a échappé maintenant. Allons. Alors regardez, mais je voudrais qu'on voit aussi un dernier extrait avant de terminer cette partie tout de même. Il y a beaucoup de remix vidéo sur les réseaux sociaux en ce moment avec la campagne électorale, et le dernier en date est assez réussi. Netanyahou lui-même l'a posté sur son compte Facebook parce qu'il l'a apprécié. Regardez, quelqu'un a repris ses discours pour reprendre une chanson très populaire en ce moment. Regardez. גם אני ראיתי, מעולם לא שרתי כל כך טוב. Party girls don't get hurt, can't feel anything. When I push it down, I'm the one for a good time. All phones blowing up, ringing my doorbell. I feel the love. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Roll them back till I lose count. I'm gonna swing from the chandelier. From the chandelier. Daniel, le mot de la fin. C'est ce que je voulais dire, c'est qu'il faut savoir rigoler des deux côtés. Lorsque l'on invite Tzipi Livni, bien, il faut inviter la semaine d'après Binyamin Netanyahou. Et ils le font. Et c'est ça ce qu'il faut reconnaître. À mon avis, c'est la seule bonne chose de ces élections anticipées dont personne n'avait besoin. Ce sont les clips qu'on vient de voir. Et pourvu que ça dure. Au moins là-dessus, le ton reste. Là, il y a un consensus. Oui, là-dessus, il y a un consensus. Et on aurait pu en faire une émission entière avec le nombre de vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, qui sont encore de bons enfants. La campagne électorale n'est pas encore atteint un niveau de débat
pas mauvais et elle n'est pas encore tout à fait lancée, comme vous l'avez dit. Merci beaucoup, Michel Keshka. Merci beaucoup, Daniel Haïk, d'avoir été avec nous. Tout de suite, un flash d'informations présenté par Nathalie Nagar. Et ensuite, on parlera du festival du film juif à Jérusalem avec Jean-Jacques Zilberman qui vient présenter son film À la vie. Troisième partie du Morning, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. J'ai le plaisir d'être en compagnie de Betsabé Salam, bonjour. Bonjour Julien. Merci beaucoup d'être avec nous et j'ai l'immense plaisir d'être en compagnie de Jean-Jacques Zilberman. Pardon. J'étais tellement concentré sur votre nom de famille que votre prénom a fourché. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le réalisateur du film À la vie, dont on va parler dans quelques instants. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Merci de m'inviter. On va parler d'abord des 5 clics. Avec vous, comme tous les jours, Betsabé. Premier clic. Premier clic, Boko Haram. Boko Haram, tout à fait. 8 mois après l'enlèvement des écolières de Chibok, Boko Haram a encore frappé au Nigeria, dans le nord du pays. Dimanche, les islamistes auraient enlevé 185 personnes, on aurait tué 32 autres. Alors RFI raconte, les insurgés sont arrivés en convoi dans le village de Goumsouri, au nord-est du pays. Ils ont d'abord rassemblé les habitants, puis ils ont abattu 32 personnes, dont l'imam et le chef de la milice locale. Ils ont ensuite incendié un centre médical, des magasins, des maisons, bien sûr, et en même temps, des insurgés tirés de façon indiscriminée sur des habitants, on le comprend bien, paniqués. Puis, près de 200 personnes, majoritairement des femmes et des enfants, ont été enlevées en camion vers cette fameuse forêt de Sambisa, le repère de la secte islamiste. Et Jeune Afrique explique jusqu'alors, en fait, cette commune avait été bien protégée par sa milice privée relativement efficace, mais celle-ci a été finalement dépassée par l'attaque de ce dimanche. On va passer au second clic. Il s'agit évidemment du discours de Vladimir Poutine qui est dans une situation un peu délicate avec l'effondrement du rouble. Discours dont on attendait des solutions à cette crise économique russe. Discours très attendu, sauf que rien n'a été annoncé. Entendez, Poutine n'a donné aucun remède à cette crise en pourtant 3h10 de conférence de presse. Et la presse... 3 heures de conférence de presse. 3 heures, digression incluse. Alors la presse n'est pas tendre. Le show de Poutine dont rien n'est sorti sort par exemple Le Figaro. Ah si, en sont sortis des critiques, Julien, comme le relève le Financial Times. Poutine accuse l'Occident, le quotidien économique, qui souligne une fois de plus ce leitmotiv de Poutine. Tout est la faute des agressions de l'Occident. Et pourtant, le chef du Kremlin se prononçait après une semaine dramatique sur le plan économique, on le rappelle. Et c'est ce moment de crise économique que l'acteur français, accessoirement citoyen russe, j'ai nommé Gérard Depardieu, a choisi pour présenter en Russie donc une montre de luxe, nous apprend le Guardian en Grande-Bretagne. Comment s'appelle cette montre? Alors ce n'est pas une blague, ça s'appelle Fier d'être russe. Voilà, ce sera donc le titre de cette nouvelle ligne lancée par Depardieu, signée la marque suisse Custos, prix 12 000 €. Alors on la voit sur l'illustration, il en faut pour tous les goûts. On parlera tout à l'heure encore de la famille Depardieu avec vous, Jean-Jacques Zilberman, avec Julie Depardieu qui joue dans votre film. On en parlera dans un instant. En attendant, on reparle d'économie avec la France cette fois. Oui, un scandale, une entente qui vaut à toute une panoplie de sociétés, de grosses sociétés, des amendes record 951 millions d'euros en tout, frappés de plein fouet 13 des plus grosses fabricants du secteur de l'entretien, hygiène et beauté. J'ai nommé Colgate, Palmolive, Gillette, L'Oréal, Unilever et d'autres. D'autant qu'on parle d'accords tacites qui ont pesé sur la hausse des prix et la concurrence. Ils s'arrangeaient entre eux pour faire monter tous les prix ensemble. Exactement, comme ça ils peuvent se permettre d'avoir des prix plus hauts et ça jouait bien sûr sur le prix ensuite à l'achat. C'est ce qu'explique notamment RFI. Cela dit, L'Oréal ne se laisse pas faire, a annoncé qu'il fera appel. L'Oréal qui était le groupe le plus durement touché par ces amendes avec 190 millions d'euros à payer. Alors on reste en France, on parle de ce qui a mobilisé la presse française toute la journée hier. Je ne sais pas pourquoi, ils ont tous envoyé des notifications sur les smartphones pour en parler et pourtant Dieu sait qu'il y a des choses plus graves, mais visiblement, ça reste un événement médiatique et c'est pour ça que vous en parlez, Betsabé. C'est la sortie de prison de Nabila. Voilà, on est obligé d'en parler, on est obligé de vous réactualiser cette nouvelle. Elle est sortie de prison, elle était écrouée pourtant à Versailles depuis le 9 novembre. Il y a en plus des versions qui ne sont pas tout à fait claires, données à la police. En tout cas, elle a été libérée, ça va faire jaser bien sûr les réseaux sociaux. La preuve, ça fait déjà jaser la presse. Alors rassurez-vous, elle a quand même été placée sous contrôle judiciaire. On rappelle quand même qu'elle est soupçonnée d'avoir porté un coup de couteau au thorax de son compagnon.
On finit avec les derniers développements d'une affaire de noix de cajou qui a embarrassé On en a parlé quelques fois, vous n'étiez pas là malheureusement Julien. Je ne suis pas là tous les matins. Voilà. Mais lorsque je suis là, je suis heureux de vous voir, Betsabe. Alors un petit rappel. Avec la Korean Air. Voilà, un petit rappel des faits. En fait, il y a une quinzaine de jours, c'était lors d'un vol à New York-Séoul dans la fameuse compagnie donc Korean Air, désormais fameuse, la fille du PDG, s'était braquée contre une hôtesse qui, 1, ne lui avait pas demandé si elle souhaitait des cacahuètes et 2, quand tu lui avais proposé, c'était pas sur une assiette. Bref, la dame s'est énervée, elle a fait venir le chef de cabine, elle a même fait débarquer le chef de cabine. 20 minutes de retard pour l'avion, 250 passagers en colère. Elle a même dû démissionner. Mais figurez-vous que là, dernier développement, elle a été convoquée par le parquet à Séoul, d'autant qu'on apprend qu'elle aurait même forcé peut-être la dite hôtesse et le chef de cabine à s'agenouiller par terre. On lui reproche peut-être des violences et je ne vous cache pas que ça fait beaucoup de bruit en Corée du Sud. Merci beaucoup, Betsabe. Je vous retrouverai tout à l'heure pour parler d'une chronique santé. Ce sera dans la 4e partie. Mais avant cela, on va ouvrir une page cinéma avec vous, Jean-Jacques Zilberman. Mais tout d'abord, vous êtes là pour présenter donc votre film dans le cadre du festival du film juif de Jérusalem. Et on va voir une actrice américaine dans ce reportage de David Gombin, une actrice américaine qui est très connue, qui est très attachée à Israël et qui est présente aussi au festival. Elle s'appelle Sarah Silverman. Elle est jolie, elle est américaine. Regardez ce reportage. Sheldon, I have a proposal for you, and I'm serious. Look at me. If you give that $100 million to Obama instead of Romney, I will, well, I won't have sex with you because we're not married and I'm a nice girl, but I will scissor you wearing a bikini bottom. La dernière visite de Sarah Silverman remonte à 2011 et déjà à l'époque, elle était l'une des femmes les plus hilarantes au monde, mais aussi une commentatrice politique avisée. Mais depuis, elle s'est transformée en politicienne de choc. Je n'aime pas voyager, je ne sais pas vraiment ce qui se passe dans le monde comparé aux gens de mon âge. Et vous attendez que le président vous appelle? Vous avez une sœur ici, qu'est-ce qu'elle en pense? Je ne viendrai que si le président m'appelle, sinon j'ai plein de blagues à préparer. Sarah Silverman, une humoriste dont la carrière a débuté par des spectacles en boîte de nuit. Petit à petit, elle s'est faite un nom jusqu'à qu'Hollywood l'appelle. Bien connue pour son jeu de scène, elle sait être à la fois mignonne et effrayante. Elle peut rire de n'importe quoi, mais sans jamais énerver son public. Ce sont ses pouvoirs magiques qu'elle n'a pas hésité à utiliser ces dernières années pour tenir un discours politique. Par exemple, la jeune fille juive qui rencontre Jésus, c'est elle. Jesus, when does life begin? At 40. What? And he was like, But fertilized eggs aren't people. People are people. and I was like, thank you. But people who believe fertilized eggs are people too. You have to love them. You're not better than them. And I was like, you're right. Thanks, Jesus. Peut-être bien que c'est de famille. Il y a quelques années, la sœur de Sarah a été arrêtée à Jérusalem pour avoir pris part à un groupe, les Femmes du Mur, des femmes qui se battent pour leur droit à prier dans la partie du mur des lamentations réservée aux hommes. Every year, the average woman loses around $11,000 to the wage gap. Over the course of the working years of her life, that's almost 500 grand. That's a $500,000 vagina tax. That's why I'm taking matters into my own hands. I'm becoming a dude. Sarah Silverman est une mascotte parfaite pour la politique. Elle n'a honte de rien et surtout pas de son corps. Et elle est experte pour analyser son image. Silverman peut dire ce qu'elle veut, les gens veulent juste qu'elle continue à les amuser. Put your legs. Sauf peut-être Sheldon Adelson, qui n'a jamais donné suite à sa proposition. Go to scissorsheldon.com to help cut Mitt Romney free from his sugar daddy. Voilà pour ce portrait de Sarah Silverman qui sera présente donc au festival du film juif de Jérusalem. Jean-Jacques Zilberman, bonjour. Bonjour. Je le disais, vous êtes là pour présenter votre film qui sera diffusé demain soir et dimanche soir, c'est bien cela? Dimanche soir après, samedi soir après le Shabbat et dimanche. Dimanche, voilà, au Festival Juif de Jérusalem. Le film s'appelle À la vie. Il raconte l'histoire d'Hélène qui est survivante de la Shoah et qui retrouve 15 ans après la guerre 2 amis qui
qu'elle a rencontrés à Auschwitz. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce film? Ma mère d'abord et ses 2 amis de déportation. Parce que ces 3 femmes, je les ai connues toute ma vie. J'ai grandi dans une famille où mon père et ma mère étaient déportés. On rappelle, c'est inspiré d'une histoire vraie. C'est inspiré, c'est une fiction, mais c'est inspiré d'une histoire vraie. Et j'ai grandi avec ces 3 femmes. Et l'une était canadienne, l'une était hollandaise, maman était française, parisienne. Et j'avais fait un documentaire sur ces 3 femmes. Et puis quand elles sont décédées, je me suis dit, je vais faire vraiment mon film de fiction sur elles, parce qu'elles m'ont raconté. Voilà, j'ai eu 3 mères juives dans la vie et je voulais raconter l'histoire des 3 mères juives quand même. On regarde la bande-annonce? On y va. Comment s'appelle la personne que vous recherchez? Lily Lévy. C'est mon amie de déportation. On s'est perdus après la libération, pendant la marche de la mort. Elle était comme ma sœur. Lily, tu n'es pas un peu grossi? Rose, c'était pour te faire une surprise. De tous côtés, on n'entend plus que ça. Un air nouveau qui nous vient de... La couchette du bas. D'habitude, tu préférais la couchette du haut? Si c'est pas le bonheur, ça, je sais pas ce que c'est. On ne va pas parler de la déportation. On va s'amuser. On va aller à la mer, on va manger du poisson. Vous dansez le twist? Non, je suis pas à la mode. Heureusement, parce que sinon, qu'est-ce que ce serait? Ah non, on finit d'abord le pain d'hier. On va pas le jeter. Allô? Je voulais juste te dire que je t'aime. Hélène n'est pas heureuse avec Henri. Elle l'aime, mais elle n'est pas heureuse. On n'a jamais fait l'amour, il peut pas. Ça a à voir avec la... Tu peux me dire pourquoi on est allés épouser toutes les 2 un ancien déporté? L'attrait pour les pyjamas rayés. Vous avez été déporté? Jean-Jacques, votre ambition, vous l'avez dit, hein, c'est votre mère qui vous a inspiré ce film, puisque c'est inspiré d'une histoire vraie. Mais votre but était de faire un film personnel ou un film plutôt historique? Ah non, un film très personnel, mais tout repose sur, évidemment, tous les témoignages de la déportation sont vrais dans le film. Mais moi, je suis un enfant de déporté et j'avais besoin de raconter. Quand elles sont décédées, je me suis dit, j'ai quelque chose à raconter. J'ai grandi dans l'univers où, imaginez que mes parents étaient des rescapés. Mon père parlait jamais de la déportation parce qu'il était traumatisé. Ma mère en parlait tout le temps parce qu'elle était militante communiste. Donc, en vérité, j'ai grandi dans un appartement où on parlait que de la déportation. Donc, c'est quelque chose de très lourd que j'ai porté. Et donc, à un moment donné, j'ai fait un peu mon travail de résilience, si vous voulez. J'ai essayé de raconter ma propre fiction de ça, c'est-à-dire comment ces 3 femmes sont revenues à la vie après la guerre, en fait, parce qu'elles étaient très traumatisées, et donc peu à peu, elles ont réappris à vivre. Et on voit que donc, le film est, parmi les actrices, on a Julie Depardieu. Pourquoi ce choix de Julie Depardieu? Parce qu'il y a une générosité chez Julie que j'adorais, et puis elle avait cette fragilité, cette force qu'avait ma mère aussi, et puis, je trouvais que quelque part, moi, je suis un amoureux des Depardieu, donc je ne suis pas rentré dans l'actualité du jour. Je ne vends pas des montres, mais j'aimais beaucoup son frère et j'adore. Elle vous a mis à l'aise dès de matin, vous savez. Les déportés, on sait qu'ils ont certains, comme vous l'avez dit, ne veulent pas du tout en parler, comme votre père, et certains s'en mettent à en parler très tard, à la fin de leur vie. Comment est-ce que vous avez réussi à réaliser ce film, plutôt à rassembler ces témoignages? Que vous l'avez dit, ça a été après leur décès. Alors, moi, dès l'enfance, si vous voulez, sur la table de la cuisine, il y avait toutes les photos de déportés, parce que ma mère vendait un magazine qui s'appelait L'Impossible Oubli. C'était 20 ans après, on est en 65. Et donc, moi, j'ai grandi avec les photos de déportés, et ça m'a beaucoup traumatisé. En fait, on ne m'a pas protégé de ça. Alors, comme mon père en parlait pas et ma mère en parlait trop, j'ai fait une moyenne, mais je me suis plongé dans tous les livres sur la déportation depuis mon enfance. En fait, je portais un truc beaucoup trop lourd pour moi, et j'ai passé ma vie à essayer de me libérer aussi de ce poids. Et tout petit ? Ah oui, à partir de l'âge de 10 ans, vraiment, je vendais le muguet au profit des anciens déportés. Dès l'âge de 10 ans. Dès l'âge de 10 ans, oui. On comprend évidemment le poids d'être un enfant de déporté. Et quand j'ai dit un jour à ma mère, je crois que j'ai à peu près compris ta déportation, elle m'a dit, tu sais, moi c'est rien par rapport à ce qu'a vécu ton père. Donc j'ai appris aussi l'humour qui va avec, parce que s'il n'y avait pas d'humour derrière tout ça, je n'aurais pas survécu. Mais de même que... En France, les rescapés de la Shoah ont mis du temps à en parler. En Israël, c'était vraiment un secret pendant très longtemps. Pas un secret, mais plutôt un sujet tabou pendant très longtemps jusqu'au procès Eichmann. Et justement, vous êtes en Israël. Vous présentez votre film à Jérusalem. Pour la première fois en Israël, je montre le film. Oui. Pour la première fois, vous le montrez, et pas n'importe où, vous le montrez à Jérusalem. Et à la Cinémathèque. Et à la Cinémathèque de Jérusalem. Israël, Jérusalem, là où il y a le mémorial de la Shoah, qui représente également la reconstruction du peuple juif
après la Shoah. J'ai visité C'est un hier la symbole. nouvelle le Yad Vashem. Le nouveau mémorial Et de la Shoah, ils ont Yad été Vashem. vraiment bouleversés par le film. Ils ont acheté les sous-titres en hébreu du film. D'accord. Voilà, ils voudraient que le film rentre dans le... Dans le mémorial de la Shoah. Ouais. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que c'était important pour vous de le montrer à Jérusalem? Ah, bien sûr, mais moi j'ai le sentiment que malheureusement il n'y a pas beaucoup de gens dans le monde qui comprennent ça. C'est-à-dire qu'il y a Qui comprennent quoi? Qui comprennent ce qu'a été la résilience de la Shoah, comment survivre après. Les gens ont déjà eu du mal à comprendre ce qu'était la Shoah, c'est-à-dire l'extermination des Juifs d'Europe, comment ça s'est organisé. Ça semble encore incroyable aujourd'hui. Mais alors comprendre en plus comment les gens ont survécu, c'est quelque chose qui les dépasse. Donc moi j'ai le sentiment que cette histoire concerne beaucoup les Juifs. Pas tous se sentent concernés, mais en tout cas ça concerne beaucoup les Juifs, mais ça concerne aussi tous les gens qui ont toujours porté en eux cette histoire-là. Et Jérusalem, là-dedans, pour vous, ça représente vraiment une œuvre de reconstruction, un symbole, une sorte de vengeance sur le passé? Ah bah, sûrement, il y a quelque chose dans le... Quand on visite Yad Vashem, on se dit quand même, c'est incroyable. Moi, j'ai retrouvé la photo de mon père à Yad Vashem, je ne savais pas qu'elle y était. Merci beaucoup, Jean-Jacques, d'avoir été avec nous. Je rappelle votre film À la vie, qui est présenté demain, samedi soir, au Festival de Juifs de Jérusalem. Et dimanche soir, à quelle heure? Dimanche soir, c'est en fin d'après-midi, je pense. D'accord. Et samedi soir, donc à Jérusalem? Samedi à 21h30. 21h30, samedi, dimanche, en fin d'après-midi, Festival du film juif à Jérusalem. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle le film À la vie pour nos téléspectateurs. C'est la fin de cette troisième partie. On se retrouve dans un instant après un flash d'informations avec notamment Marie-Chèque qui parlera d'architecte design avec vous, Bethsabée, pour une chronique santé. Merci à vous d'avoir été avec nous. Restez avec nous dans une dizaine de minutes. On se retrouve. Quatrième et dernière partie du Morning d'Act24 News. Bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, j'ai la chance d'être avec un plateau exclusivement féminin pour cette quatrième et dernière partie. Marie-Chèque, bonjour. Bonjour. Comme tous les vendredis, on va parler ensemble dans un instant d'art. Comme tous les vendredis, on va y venir. Bethsabée, rebonjour. Vous êtes présente à présent, pourquoi pas, pour parler santé. Et vous avez une invitée, le docteur Elsa Sabag. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler ensemble d'acupuncture. C'est bien cela. Ouais. Alors, l'acupuncture, on a compris, les aiguilles exactement, mais concrètement, ça marche comment ? Alors déjà, vous savez sans doute que l'acupuncture est une médecine chinoise traditionnelle. Elle existe et pratiquée depuis des lustres et pour cause. Les premiers textes qui y font référence datent de moins 580 avant Jésus-Christ. Alors le principe, on le connaît, on insère des petites aiguilles sous la peau, mais pas n'importe où, à des méridiens. Alors attention, ça fait pas mal, c'est pas censé faire mal, ce qui permet d'influencer les énergies qui circulent à travers ces méridiens. En fait, l'ensemble de ces méridiens et de toutes leurs ramifications constituent les systèmes méridiens et ils établissent des connexions entre les organes qui sont dans votre corps et ces fameux points d'acupuncture. Or, eh bien, selon la médecine chinoise, la maladie est le résultat d'un blocage de ces énergies. Alors, les aiguilles permettent en quelques minutes, voire plus, eh bien, de stimuler les énergies dites bloquées. Mais de quelle maladie concrètement? Ça veut dire que tout est soignable avec de l'acupuncture? Alors, a priori, on ne parle pas de maladies graves. On verra ça avec le docteur Sebag, mais on parle plutôt des maux du quotidien. Alors là, vous avez une panoplie de maux. Vous parliez des maux de tête. Effectivement, les maux de tête, ça marche. Les maux de dents aident notamment à la cicatrisation. Les maux de dos, ça aide à calmer les inflammations. Ça soigne l'arthrite. Ça marche absolument bien avec l'arthrite. Permettrait de soulager jusqu'à 90% de la douleur. Ça marche pour les nausées, Julien. Ça marche pour les nausées de grossesse. D'ailleurs, ça marche très bien pour tous les maux de la grossesse, à part quelques points à éviter. Ça marche pour les nausées de la chimiothérapie. Ça marche pour les allergies, toutes sortes d'allergies, que ce soit les poils de chien, les acariens, la rhinite allergique, les pollens. Et l'acupuncture, dans ce cas-là, agit comme un antihistaminique. Et puis, ça peut aider à tomber enceinte aussi. Selon certains sites, eh bien, l'acupuncture pourrait aider à la régulation des cycles de la femme. Et puis, préparer le terrain, c'est-à-dire aider à ce que l'embryon s'accroche un petit peu mieux. Enfin, ça aide à l'insomnie, ça aide pour arrêter de fumer. Bien sûr, je quelquefois... fume pas, ne regardez pas comme ça. Je ne fume pas. Alors, je regarde mal. Alors, ceux qui fument, ça aide pour arrêter de fumer. Souvent, ça aide en complément, par contre, de la médecine allopathique. C'est-à-dire qu'il faut pas seulement l'acupuncture, mais aussi prendre des médicaments. Et de toute façon, sachez qu'en général, il faut quand même plusieurs séances d'acupuncture. Bon, docteur Sebag, bonjour. Bonjour. Donc, est-ce que ça fait mal?
Alors non, on ne peut pas dire que ça fait mal. Bien sûr, tous les patients ne sont pas sensibles de la même manière. Mais bon, je vous ai apporté des petites aiguilles pour vous montrer. Ce qui fait un petit peu mal, comme une toute petite piqûre, c'est vraiment le passage de la peau. Tenez-le bien, voilà, comme ça. Voilà, donc ça, je la sors de son petit... Ah, c'est presque invisible à l'œil nu. On le voit à la caméra. Et là encore, c'est une taille qui est quand même assez importante. Ça veut dire que pour ce qui est des extrémités, on utilise des aiguilles qui sont encore plus petites et qui vraiment... Après, qui va sous la peau. Ça va de vraiment quelques millimètres à 1 centimètre. Et puis, selon les localisations, c'est vraiment très superficiel. Alors, Bethsabée nous a fait une longue liste des maladies qui pouvaient être soignées avec l'acupuncture. Vous, concrètement, au quotidien, vous recommandez ça pourquoi? Alors, déjà, le grand but de l'acupuncture étant médecin, c'est de diminuer la quantité de médicaments qu'on va prendre et ou parce qu'ils sont contre-indiqués. Voilà, ou simplement les diminuer. C'est-à-dire que pour les maux de tête, effectivement, ça permet de réguler, donc en régulant le système énergétique, de diminuer l'intensité des maux de tête, de diminuer leur fréquence, de rééquilibrer. Et il y a des patients qui prenaient des antalgiques et des antidouleurs tous les jours et ils vont réussir à en prendre qu'une fois par semaine. Pareil pour les allergies. Donc les grandes indications, effectivement, il y a tout ce qui est gynéco avec... aider les femmes pour tomber enceinte, les troubles de la grossesse, les nausées de la grossesse, effectivement, c'est un grand classique. Il y a des preuves que ça marche. Oui, j'allais demander, c'est exactement ce que je comptais demander. Ça fonctionne à tous les coups. Ça nous intéresse, la grossesse. Alors, les études en médecine, on a besoin de preuves. Et en acupuncture, les études sont difficiles à faire pour la simple et bonne raison qu'entre mettre une aiguille, piquer et ne pas piquer, il y a un biais qui est énorme. Et du coup, les études qui sont biaisées ne sont pas des études qui sont validées et valables. Et c'est très difficile d'avoir de l'evidence-based medicine sur ces études-là. Maintenant, d'un point de vue pratique, si ça existe depuis des millénaires, et on le voit tous les jours en pratique quotidienne, ça marche. Bon, ça alors, marche. on va pas pouvoir faire une séance d'acupuncture ici parce qu'on n'aura pas le temps ni la capacité de vérifier si ça fonctionne. En revanche, je veux bien tester, voir à quel point ça me fonctionne. À quel point ça fait mal, excusez-moi. Oui, s'il vous plaît, une petite. Mais il est fou. Parce qu'en plus, je ne pourrais pas... Alors, on va faire le point. Je sais pas, voilà. Donc là, il y a un grand point classique. C'est censé lui faire quoi? Censé faire mal. Voilà. Il s'évanouit. Voilà. Je montre à l'écran d'expression, on va bien. Je sais pas si on va bien le voir. En tout cas, ce que je peux certifier, c'est que ça ne fait pas mal. C'est mis dans la main. Je pensais pas en présentant le morning un jour qu'on allait mettre des aiguilles dans la main. Je vous avoue. Mais bon, pourquoi pas. D'accord. Je vous l'enlève. Merci. Je n'osais pas demander le pot. Est-ce qu'il y a des effets secondaires à ces douleurs? Moi, là, concrètement, j'ai rien senti, mais vous n'avez mis qu'une seule. Mais si je viens chez vous en traitement. Alors, en général, dans la journée qui suit la consultation, on recommande de ne pas faire trop d'activité physique, de ne pas trop bouger. Ça peut engendrer une fatigue. Après, c'est une bonne fatigue, comme après avoir fait du sport, par exemple. C'est pas quelque chose qui dure, c'est vraiment une relaxation, une bonne fatigue qui peut durer dans les 24 heures. Après, des vrais effets secondaires, non, on ne parle pas d'effets secondaires. Mais ça fonctionne comment? Ça fonctionne comme un massage en appuyant sur des points de tension? Exactement, et c'est des points spécifiques. Des points méridiens dont vous parlez de Bethsabée, c'est ça? C'est des points qui même sont déjà sensibles à la palpation. Quand on recherche le point, on va voir qu'il est sensible et ça va nous aider dans le diagnostic. Est-ce que plus les aiguilles restent sous la peau, est-ce que les effets sont comme ça Oui, après il y a une limite. On laisse jamais les aiguilles plus de 30 minutes. Chez les personnes âgées, on va les laisser un peu moins. On va mettre moins d'aiguilles aussi. Ça aussi, c'est une des précautions aussi chez les personnes qui sont Comment un peu vous plus savez âgées. combien d'aiguilles mettre? Vous avez quelqu'un qui vient avec un mal de dos. D'ailleurs, d'après ce que j'ai compris, vous piquez pas spécialement dans le dos. C'est-à-dire que la douleur peut être dans le dos, mais vous piquez pas forcément dans le dos. Voilà, il y a les points locaux et il y a les points à distance. Alors les points locaux sont importants. Comme je vous l'ai expliqué, c'est des points qu'on va palper, qui vont être douloureux et du coup, c'est des points qui sont importants. Et puis, il y a les points à distance au niveau des méridiens qui sont touchés et où il y a des blocages. Des points à distance vont nous aider à débloquer l'énergie à distance. Merci beaucoup, Dr Sebag, pour ces plaisir. explications. J'espère que nos téléspectateurs en auront appris un peu plus sur l'acupuncture. Nous, en tout cas, on a appris davantage. On va parler culture et art avec vous, Marie. Vous nous avez demandé de parler de Gal Gaon, qui est un jeune architecte designer israélien. Avant de parler de lui, je vous propose qu'on voit un sujet qui a été réalisé par Lorraine Tolila. On va regarder son portrait et on en reparle dans un instant. Gal Gaon, an architect, a designer,
art lover, I would say, and left brain and a right brain person trying to mix his love and passions all together. I always used to tell this small story. I was crawling under one of the best design collections in the world. My father used to be the curator of the Israel Museum, the curator for design and architecture. And he developed and collected for the museum one of the best design art collections. And this was my playground and my youth. I think that since then, the passion for iconic design pieces really stayed in my mind and was something that I really nourished and aiming my life towards. So you are in the office and the home that I created here. It's a building from the 20s that belongs to the period before the Bauhaus in Tel Aviv. That is the eclectic period. And within this building, I created the office, and this is the back end of the collection that I created. The business that creates all these pieces is what I call Talent Design. It's a gallery, it's an art design gallery. Each one of the pieces, each one of the additions is a part of a bigger collection that we're working. Every year we introduce a new collection, so it's a theme. The collection is a theme, that under this theme we have between 7 to 10 pieces. The Mad Cow, it's a sofa, it's an armchair. It's a talk about an armchair. It's not an armchair. It's the most uncomfortable armchair ever exists. It's a sculpture. But it talks about the process of, in one hand, the process of genetic revolution that we are reaching and the impossibleness of these new creations of lives. And on the other hand, it is one of our iconic pieces in the gallery. I would say that the craziest thing is that I'm in this job and in this gallery. The whole process is crazy. You have to understand that the market in Israel was almost non-existing for these pieces, also internationally. So it was a bit crazy thinking that we would be able to develop Israeli design into that level. Voilà pour ce portrait. Marie, qu'est-ce qu'il a de spécial le design israélien? D'abord, j'aimerais signaler qu'on est en pleine époque de Noël et de Hanouka, donc j'ai allégé le sujet et je ne parle pas d'art contemporain, conceptuel, trop dur, et on parle design pour les fins d'année. Vous nous avez apporté des sous-gagnottes Presque, après. Donc, alors, qu'est-ce qu'il a de spécial ce design israélien? Le design israélien, ou plutôt Gal Gaon, qui était un architecte qui a grandi dans la plus grande collection de design en Israël. Son père était le premier conservateur de design. Il ne faut pas oublier quand dans les années 60, il n'y avait presque rien ici. Et son père était connecté aux grands designers italiens. Il a amené ça au musée d'Israël. Ses enfants ont grandi dans cette collection. Qu'est-ce que c'est le design? Le design, c'est la beauté de la vie. C'est juste être bien assis dans une belle chaise. Il faudrait qu'elle soit aussi confortable. Mais c'est toute l'esthétique de la vie, c'est le design, en fait. Quand on a une belle table, c'est quand elle est bien faite. Et Gal Gaon, architecte, après avoir terminé ses études, se dit « mais c'est pas ça encore » et crée une sorte de laboratoire de jeunes designers israéliens. Je trouve ça... Une sorte d'incubateur. Exactement. Je trouve ça incroyable. Encore un start-up près de la rue de Rothschild. C'est unique. C'est unique. D'habitude, on fait des start-up, des incubateurs de start-up, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire on prend de jeunes talents qui vont créer leurs entreprises au sein de mêmes locaux, et là, ce sont des artistes. Des designers. Et on est dans le boulevard Rothschild à Tel Aviv, il y a 100 start-up, vous savez ça, mais pas de design, mais dans une petite rue Gilboa, il y a un magnifique bâtiment des années 20, et ce monsieur s'est installé et a mélangé la création des jeunes designers dans son plus haut niveau. Il les prépare à la vie, il les aide à construire leurs objets, il les aide à partir à l'étranger en rêvant qu'un jour Tel Aviv serait la scène internationale du design. La start-up du design. La start-up du design. Et comme nous avons beaucoup de créations, parce que nous avons 85 origines, donc chacun amène son côté oriental ou méditerranéen. Ou, alors, j'en reviens à ma question. Qu'est-ce que c'est le design israélien? Parce que là, vous dites, nous sommes originaires de 85 pays. Il y a eu, son père a amené sa collection d'Italie, vous disiez tout à l'heure. Ou elle l'a créé lui-même. Voilà, ça veut dire que le design israélien, finalement, c'est une sorte de pot pourri de l'étranger. Je pense une mosaïque de l'étranger.
changer avec des mots Si plus en jolis. Italie, c'est toujours la classe, c'est toujours très, vraiment, c'est le centre du design dans le monde, ou en Norvège aussi, là où il y a eu Ikea, enfin. Là, il y a un côté un peu fou qu'on est tous ici, vivant ici ou naissant ici. Il y a encore un au-delà comme ça, il y a ce qu'on dit en hébreu une kritza, comme si on fermait les yeux comme ça. Donc c'est ça un peu pour moi le design. C'est oser, c'est daring, c'est pas... Et est-ce que le- c'est de l'art, le design? Parce que moi, Alors- j'ai annoncé que vous veniez parler d'art, comme tous les vendredis. Oui, je m'excuse. Vous parlez Oui, de design. C'est tout à fait de l'art. C'est Le tout design, c'est de à l'art. fait de l'art. Tout ce qu'on vit, c'est de l'art. Même la souvenir, si elle est bien faite, c'est de Le l'art. beignet. Le beignet. Je sens que vous avez faim. L'acupuncture, c'est de l'art. Aussi, c'est de l'art du Marie, bien-être. Vous voulez aussi parler d'une autre personne Oui, qui s'appelle une personne, Rotem c'est une de Gour, mes plus qui a grandes aussi- découvertes cette année. qui a aussi étudié aux Beaux-Arts israéliens, c'est-à-dire Oui, Betzalel, voilà, l'école à design, Jérusalem. qui a fait des études aussi. Elle a fait un stage à INSEAD en France. INSEAD, la Elle est grande école belle INSEAD comme en la France. Madone de Venise, je dirais. Et elle a tout de suite compris qu'elle voulait être unique. Et regardez ce qu'elle crée. Elle termine ses études, elle va directement en France. Elle connaît un artiste arménien qui crée, un craftsman, qui crée des chaussures spéciales. Elle apprend tout chez lui, le tissu, le rapport, le cuir. Et elle crée des sculptures, je vous assure. Moi qui ne suis pas une grande fan de chaussures parce que je suis pratique, je suis rentrée dans sa boutique. C'est incroyable. Elle est déjà dans tous les fashion shows dans le monde. Elle commence... Alors, écoutez, il y a deux séries. Il y a la série plate pour les femmes cool, Voilà. féministes, et il y a la série sexy pour les femmes... Enfin, il y en a une pour celles qui font les courses et Oui, celle pour qui voilà, ça- dans le sac. Il faut une paire dans le sac. Regardez, une paire. Elles sont confortables. Le cuir, c'est comme des gants. Vous les avez essayées? Oui, bien sûr. Je parle jamais de ce que j'essaie pas. Je peux pas. Et elle est en vente maintenant. Elle commence à vendre en Europe. Regardez, tout est si beau. Vous savez, il y a des petits... Voilà, c'est elle. Ah, elle est très belle en effet. Elle est trop magnifique et elle vend ça avec tout un packaging de tissus, on peut pas et les chaussures durent depuis longtemps. Elles sont vendues cher. Ça s'appelle Vast and Craft. Vast, c'est le vase. Elles sont vendues cher. Elles sont vendues de 900 à 2000. Quoi, dollars, euros, shekels? Non, calmons-nous, on vit en Israël. Ah, Shekel. ok. Donc de 200 à 400 de 200 à 400 Donc euros. de 200 à 400 euros, elles valent leur prix. Elles sont juste trop belles. Je vous conseille pour les fêtes de Hanouka, avant d'acheter la souvenir. Et les fêtes de Noël pour les Voilà. touristes qui auront la chance d'être en Israël. Rotem Gour. Un mot, Rotem Gour, exactement. Un mot de la fin simplement. Est-ce que vous prédisez un bel avenir à ces deux artistes? Si vous pouviez investir, comme je vous dis toutes les semaines, je vous le conseillerais. Toutes les semaines, vous me demandez d'investir. Eh Ça ben, va commencer à mettez, coûter chaque cher. fois, je dis, Marie. Jean Julien, c'est fini. Merci beaucoup, Marie Merci. Chek, de votre rubrique hebdomadaire. art. Merci beaucoup, Marie. Excusez-moi, je suis perturbé. Chaque vendredi, je suis perturbé par votre chronique. Samé, merci beaucoup pour votre rubrique culture. Et merci beaucoup, docteur Sebag, d'avoir été avec nous. On rappelle donc que vous êtes généraliste et vous avez parlé de l'acupuncture. Merci de vos explications. C'est la fin de ce morning. Passez un excellent week-end sur i24 News.